Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, dossier spécial. Nous serons en compagnie de l'association Médecins du Monde. A tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Geneviève Molina de l'association Médecins du Monde. Vous êtes responsable de l'antenne de Toulouse. Bonjour, merci de nous inviter. Donc moi je suis responsable de la mission France de Toulouse, c'est-à-dire certaines actions qui se déroulent à Toulouse auprès des personnes les plus vulnérables dans la ville de Toulouse et les environs. La délégation a d'autres actions dont on pourra parler et donc voilà, il y a une autre personne qui est responsable de l'ensemble de la délégation. Pouvez-vous nous présenter justement Médecins du Monde et ses objectifs en général ? Donc Médecins du Monde, c'est une association de solidarité qui existe depuis 30 ans. Elle a pour but de soigner et témoigner auprès des populations les plus vulnérables. Donc ça c'est à l'international et puis aussi en France depuis 25 ans maintenant. Alors quelles sont les actions concrètes que vous menez en France et dans les pays étrangers ? Donc en France, on a des centres de soins gratuits pour les personnes qui sont sans couverture sociale et nous avons aussi des actions de maraude à la rencontre de personnes qui sont très marginalisées ou très isolées et qui ne viendraient même pas dans les centres de soins. De la même façon, suivant les villes, il y a des actions auprès de certains publics, donc ça peut être des personnes qui se prostituent. Bon, c'est pas le cas à Toulouse car il y a d'autres associations qui ont ces missions. Ça peut être aussi auprès des Roms, donc là dans 9 villes en France, Médecins du Monde a des actions auprès des Roms, et donc y compris à Toulouse. Ça peut être dans les centres d'hébergement d'urgence pour faire simplement un lien social et aller à la rencontre des personnes qui sont de passage ou installés depuis plus longtemps dans les centres d'hébergement d'urgence. Vous me parliez des Roms à l'instant. Quelles sont les interventions que vous avez faites pour les Roms, puisqu'on en a parlé récemment ? Alors, au niveau national, il y a eu une grosse action qui s'est déroulée il y a 1 an et demi, puisque à la suite d'un incendie sur un terrain, plusieurs centaines de personnes dans la région parisienne s'étaient retrouvées complètement à la rue, donc des familles, des personnes jeunes, des enfants, quelques personnes âgées, et Médecins du Monde, devant l'absence de solutions proposées par les pouvoirs publics, mis à part une expulsion vers la Roumanie, puisque la plupart étaient d'origine de Roumanie. Médecins du Monde a décidé de faire un peu comme dans des missions internationales, de monter un camp pour héberger ces personnes, les abriter quelque temps, et puis fournir une infrastructure minimale pour des conditions de vie dans l'urgence et tout en continuant une assistance sanitaire. Et cette action s'est poursuivie plusieurs mois parce qu'il n'y avait pas de solution qui était trouvée. Il y a même eu un procès qui a été fait contre Médecins du Monde et voilà, pour lequel les autorités ont été déboutées. Et vous êtes intervenu aussi au niveau des Roms à Toulouse ? Oui, donc ça fait plusieurs années que nous avons été alertés par des partenaires et d'autres associations sur la situation de grande difficulté que vivaient plusieurs groupes donc originaires de Roumanie et certains de Bulgarie. Et donc ponctuellement au début et puis plus régulièrement, on assure des missions de veille sanitaire, voir un peu ce qui se passe, les choses urgentes qu'il faut prendre en charge et puis les orientations à faire. Quelles sont les difficultés qu'ont rencontrées les Roms ? Alors la première difficulté, c'est des conditions de vie qui sont absolument terribles, puisque ils sont souvent sans électricité, sans eau, sans aucune structure sanitaire, d'hygiène. Après, il y a des problèmes d'alimentation, tout simplement.
Et puis sur les problèmes de santé, nous on intervient comme sur les autres actions, en essayant d'être un trait d'union entre les personnes qu'on rencontre et puis le reste de la société. Et donc pour ce qui concerne le soin, les structures de soins, il y a des structures de soins qui peuvent accueillir les personnes gratuitement. Il y a des démarches à faire pour avoir droit à avoir un accès à des droits à la couverture maladie, et donc accès aux soins. Donc on essaye de faire ce trait d'union. Alors est-ce que vous avez eu des contacts avec les pouvoirs publics ? Oui, bien sûr, puisque, on va dire, les 2 grandes missions de Médecins du Monde, que ce soit à l'étranger ou en France, c'est d'abord de soigner les personnes en demande de soins, et donc qui sont très vulnérables. Et puis, l'autre mission, c'est de témoigner. Donc, pour témoigner, il faut parler, comme aujourd'hui, vous nous permettez de le faire à la radio, mais il faut parler, bien sûr, aux décideurs, et donc, suivant... comme tout est très sectorisé, suivant le domaine, le lieu et le besoin, ça va être à une institution ou à une autre, mais régulièrement on est en contact avec et on se manifeste par des communiqués de presse ou par des courriers, par des rencontres ou des demandes de rencontres auprès des autorités. Donc concernant les Roms, il y a une grosse demande qu'il faudrait que tout le monde relaye, on va dire, c'est arrêter de maintenir les mesures transitoires qui ont été mises en place à l'entrée de la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne, puisque ce sont des mesures qui restreignent l'accès au travail, l'accès au marché du travail pour toutes les personnes, donc les Roms et les autres, qui viennent de Roumanie et de Bulgarie. Donc en gros, ils sont en France, ils ont le droit d'être en France, mais ils n'ont pas le droit de travailler, et donc ils n'ont pas non plus d'autres droits, et donc forcément les conditions de vie ne peuvent être que très difficiles, et surtout il n'y a aucune perspective d'évolution. Alors au niveau national, est-ce que vous avez rencontré le gouvernement de Nicolas Sarkozy, ou peut-être même est-ce que vous avez eu un contact avec le président ? Alors, pas de contact avec le président, non. Après, régulièrement, il y a des rencontres au ministère de la Santé. Et puis, ça peut être des rencontres techniques, on va dire, par rapport aux tests de dépistage rapide, par exemple, par rapport au problème d'hépatite B, de tuberculose. Bon, il y a du travail qui est fait en commun avec les ministères. Donc, et puis, il y a eu des demandes de rencontres qui ont abouti. Donc, par rapport à l'aide médicale d'État, puisqu'il y a eu un projet de réforme de l'aide médicale d'État qui a finalement été voté par l'Assemblée et qui rend l'accès à ce dispositif de couverture maladie beaucoup plus complexe. Il était déjà complexe, mais encore plus inatteignable, on va dire, qu'avant. Il y a un droit d'entrée de 30 € et une restriction de certains soins. Alors on va parler de précarité. Vous devez rencontrer évidemment des SDF. On dit qu'il y en a de plus en plus. Alors les SDF ou les sans-abri ou les sans-logis, comme il y a beaucoup de noms divers. On les rencontre dans les centres de soins et donc aussi dans les missions qu'on fait à la rue ou dans les centres d'hébergement. De plus en plus, en tous les cas, on en croise toujours autant. Malheureusement, des fois, on les croise moins parce qu'ils sont expulsés hors des centres-villes. Donc, je ne sais pas la situation dans toutes les villes de la région, mais sur Toulouse, c'est un souci, parce que les dispositifs auxquels ils peuvent avoir accès pour, on va dire, faciliter un peu la vie, c'est-à-dire une boîte postale, un restaurant social, des douches, sont plutôt dans le centre-ville. Et donc, quand les policiers détruisent des campements ou chassent les personnes à l'extérieur de la ville, en tous les cas, leur demandent de ne plus rester là et puis circulent régulièrement pour les empêcher de s'installer. Ça complique énormément la vie quotidienne de ces personnes sans abri. Alors beaucoup de nos auditeurs s'indignent justement, vous me parliez de l'expulsion il y a quelques instants, de voir les SDF se faire expulser et qu'on les relègue à l'autre bout de la ville par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais justement, c'est peut-être les rendre invisibles, mais aux yeux de la société. Mais alors justement, ça, c'est un déni de leur place dans la société. Et puis c'est vraiment leur compliquer la vie. Et qui dit compliquer la vie dit mettre en danger. Et on sait que l'espérance de vie des personnes à la rue est de 47 ans. C'est ce qu'on a vu sur des études qui avaient pu être faites à Toulouse les dernières années.
sur Toulouse, il y a un collectif des morts de la rue qui a pris le joli nom de Gouttes de vie, Gouttes au pluriel et vie au singulier, et qui a donc pour mission d'accompagner les personnes qui sont en fin de vie, mais bon, qui accompagne évidemment, qui milite pour que ce qui se passe avant la fin de vie change, et puis justement qu'on ait plus ce décalage de 25 voire 30 ans de différence d'espérance de vie entre la population générale et puis les personnes qui sont à la rue. Alors, à votre avis, vous avez l'habitude justement de côtoyer ces sans domicile fixe. Comment peut-on en arriver à être justement dans la rue ? Je sais, bon, il y a beaucoup de personnes qui nous disent après la perte d'un travail, etc., mais on trouve de plus en plus, paraît-il, de jeunes sans domicile fixe. Les ruptures sont souvent présentes dans la vie des personnes qui sont à la rue. Donc les ruptures, elles ont pu se passer très tôt, dans l'enfance. Mais la plupart des gens qui ont des ruptures dans leur enfance ne se retrouvent pas à la rue. Il y a plusieurs facteurs souvent qui s'enchaînent. Et puis les ruptures ont pu se passer plus tard avec l'enchaînement de perte de travail, perte de famille, problèmes de santé, et tout d'un coup on perd pied et on n'a plus les moyens, donc des moyens personnels ou des moyens dans l'entourage, des soutiens pour arriver à faire face. On perd son logement et puis je parlais de place dans la société tout à l'heure, on se retrouve sans aucune place, et donc là c'est très compliqué de remonter à ce moment-là, et puis la motivation, on va dire, à rester inséré devient très, très difficile au moins dans certaines situations. Et on rencontre de plus en plus de problèmes pour trouver du travail, évidemment, et se loger. On voit aujourd'hui une expulsion en direct à Paris, oui, avec l'association Jeudi Noir. Oui. Donc, que ce que vous disiez Jeudi Noir, c'est que on a demandé qu'en hiver, il n'y ait aucune expulsion, même si c'est toute l'année qu'on a besoin d'un logement, et c'est ce qu'on a pu voir aussi par rapport aux personnes qui décèdent à la rue. Elles décèdent autant, sinon plus, au printemps ou en été qu'en hiver. Mais le problème du logement est une question cruciale, parce que tous les jours, le 115 qui reçoit les appels des gens sans domicile, les gens qui cherchent un domicile pour le soir même, refuse un grand nombre de personnes. Donc ça peut être 60-80 refus par jour sur le 115 à Toulouse, et en même temps il y a des personnes qui n'ont pas accès à un logement, on va dire un logement par manque de place, ou parce que il y a une escalade des loyers, et du coup qui sont obligés de rester dans des structures intermédiaires comme des centres des CHRS, des centres de réinsertion, et donc du coup des personnes qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence, elles doivent attendre pour avoir une place un peu plus stable. Il y a différents niveaux d'hébergement, et les difficultés du logement se répercutent sur l'hébergement, et donc au final sur les personnes qui sont à la rue, qui peuvent être en très grande difficulté personnelle, trop grande difficulté pour aller sur un logement, mais qui au moins pourraient être sur un lieu d'hébergement adapté, c'est-à-dire pour certains qui permet d'avoir des chiens, qui soient avec des horaires souples, qui soient en centre-ville, et donc il n'y a pas assez de place. Alors, Médecins du Monde intervient au niveau international. Dans quel pays intervenez-vous, et quelles sont les actions que vous menez à l'international ? Alors, à l'international, nous avons 75 missions dans 47 pays différents, donc sur tous les continents. Il y a beaucoup de missions différentes, avec des missions d'urgence en réponse à une catastrophe ou à une demande précise à un moment donné dans l'urgence, parce qu'il y a eu une épidémie. Récemment, il y a eu une recrudescence d'épidémie de polio en République démocratique du Congo, et au Congo, alors que c'est une maladie qui avait quasiment disparu. Donc c'est les premiers types de missions d'urgence qui durent 2-3 mois, avec beaucoup de matériel, beaucoup de logistique qui est acheminée, et en général, ça c'est dans des pays où il y a déjà une implantation des missions de Médecins du Monde. Ça facilite beaucoup l'installation de la mission d'urgence. Après, il y a plus des missions à moyen terme pour aider le pays à reconstruire certaines structures de santé ou des infrastructures, quand il y a eu des destructions par des inondations, des catastrophes. Et puis
Après, il y a des missions à plus long terme, qui sont souvent des missions de prévention ou de santé materno-infantile. Travail auprès des femmes enceintes, auprès des enfants, questions de nutrition, de vaccination. Aussi des missions sur les aspects plus de souffrance psychologique. Alors en ce moment, les pays du Maghreb, à savoir la Tunisie, l'Égypte, vivent une situation un peu agitée. Est-ce qu'il y a des problèmes là-bas par rapport à ces mouvements de population? Est-ce que vous êtes sur le terrain? Alors en Égypte, donc nous avons une mission qui est auprès des enfants des rues au Caire. Je pense que la situation était déjà très compliquée, on va dire, pour ces enfants et voilà, là je n'ai pas d'informations pour vous dire le fait qu'il y ait des mouvements qui changent le contexte politique et social a une influence sur nos missions sur place. Voilà, il y a évidemment la question de la sécurité qui est importante, mais je crois que bon, là c'est dans d'autres situations que les problèmes de sécurité sont plus présents. Voilà, on n'est pas sur des situations de guerre civile, on n'est pas sur des situations de violence. Hein. C'est tout à fait autre chose. On marque une pause, si vous le voulez bien, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Geneviève Molina de l'association Médecins du Monde. Alors je suppose que vous étiez omniprésent à Haïti. Oui, alors on était déjà présent avant, c'est ce qui est très important parce que ça permet justement de voir l'après-séisme. Donc bien sûr, il y a eu des missions de Médecins du Monde qui sont parties spécifiquement après le séisme. Il faut savoir que, bon, vous savez, tout le monde le sait, il y a énormément d'associations et d'organisations diverses qui se sont précipitées, on va dire, après le séisme. Voilà, l'important c'est la suite, donc c'est la reconstruction qui tarde à démarrer. Hein. Un an après, il y a peu de choses qui ont été reconstruites finalement. Il y a l'aéroport qui a été reconstruit pour permettre l'arrivée, le départ des différents personnels, mais peu de choses en termes d'infrastructures dans le pays qui en manquaient déjà avant. Et puis, au niveau de la santé, on essaye de défendre un accès gratuit à la santé, au moins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est ce qui a été mis en place pendant la période après séisme. Et c'est voilà une revendication importante de Médecins du Monde en Haïti actuellement. Parce que il y a des besoins énormes et il y a un non-accès aux soins et à la prévention, et donc en particulier pour les femmes enceintes et les enfants, donc qui sont une partie de la population beaucoup plus fragile. D'accord. Alors sur le site de Médecins du Monde, vous faites référence à des étrangers malades condamnés à mort. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions ? Alors là, c'est un petit peu technique et juridique. Il faut savoir que depuis 1998, il y a eu des mesures qui ont été mises en place en France pour permettre un droit au séjour provisoire pour des personnes étrangères qui se trouvent habitées en France et qui ont une maladie grave, qui ne pourraient pas être soignées dans leur pays d'origine. Donc bon, tout ça, c'est très codifié avec des termes très, très précis. Ce droit au séjour en raison de maladie a été utilisé depuis 1998 de façon tout à fait minime, on va dire. Il n'y a pas cet appel d'air dont on parle souvent, de gens qui viennent se faire soigner en France. On voit, en regardant les chiffres depuis 1998, que c'est quelque chose qui est toujours resté raisonnable, qui n'a jamais explosé. Il n'y a pas une demande croissante. Malheureusement, depuis plusieurs années, il y a dans les faits une restriction à ce droit, puisque les préfectures ont l'obligation de délivrer certains types de titres de séjour, et de plus en plus,
la préfecture ne répond pas ou délivre un titre pour 3 mois et après plus rien. Et donc maintient des personnes qui sont donc malades et qui ont besoin d'être soignées dans des situations de très grande précarité puisqu'elles n'ont plus de titre de séjour, donc elles n'ont plus droit à rien. Et en particulier, elles risquent de perdre leur travail si elles arrivaient encore à travailler et si elles avaient un contrat de travail, puisque s'il n'y a plus de titre de séjour, ça devient plus compliqué de travailler. Et là, récemment, au niveau parlementaire, il y a eu des propositions d'amendement pour restreindre cet accès au droit au séjour. Et donc, en jouant sur les mots, puisque actuellement, la loi dit si le traitement n'est pas accessible dans son pays d'origine, ou un traitement dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, voilà. Simplement, on veut changer un mot et on veut mettre disponible au lieu de accessible. Et donc disponible, ça veut dire s'il y a une boîte de médicaments dans le pays, on va considérer que la personne peut se faire soigner et donc qu'elle n'a pas le droit de rester en France pour ce motif-là. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des tas de problèmes justement d'approvisionnement en médicaments dans de nombreux pays. Quand les médicaments sont là, ils ne sont pas toujours là régulièrement et ils ne sont pas là forcément disponibles dans toutes les villes et toutes les régions du pays. Il y a des problèmes d'équipement technique. Certaines maladies, on parle pas évidemment de bronchite ou de douleurs de ventre. On parle de maladies graves, donc il y a besoin de équipement technique suffisant pour pouvoir suivre les maladies et les prendre en charge. Et donc on sait que s'il y a un équipement qui est présent dans un pays, il n'est pas forcément accessible à tout le monde pour des raisons géographiques et puis bien sûr pour des raisons économiques. Voilà, cet amendement qui est en discussion actuellement à l'Assemblée, s'il était accepté, ça serait condamner des personnes à rentrer chez elles et donc à arrêter les traitements qu'elles ont en cours et à ne pas pouvoir les reprendre parce que ça ne sera pas possible de toute façon. Alors certaines personnes, justement, on a eu des exemples, ont voulu venir se faire soigner en France pour des maladies graves comme le cancer, d'ailleurs c'était précisément cette maladie, et se sont vus refuser des visas et pour le coup, ils sont décédés. Est-ce que vous rencontrez ce genre de cas ? Alors, nous rencontrons des situations de personnes qui sont déjà en France, qui ont un cancer et qui se font soigner en France. Nous rencontrons aussi des situations à travers des lettres de personnes qui nous écrivent en nous disant j'ai tel ou tel problème. C'est des cancers ou ça peut être d'autres choses aussi, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux. Et voilà, qui nous demandent des renseignements sur comment ça se passe pour venir en France se faire soigner. Donc évidemment, en tant que Mission France, notre place elle n'est pas du tout la même. Donc on peut donner des renseignements sur comment ça se passe en France, mais si les gens ne sont pas là, ils sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour pouvoir venir. Et après, de toute façon, ce qu'on explique, c'est que les soins, ils sont payants quand on arrive en France. On n'a droit à aucune couverture maladie. Par contre, moi j'ai rencontré une personne qui vivait en France, chez laquelle on a découvert un cancer du sein, donc elle n'était pas du tout venue pour ça, évidemment, elle ne le savait pas, et donc on lui a soigné, et elle a été prise en charge, elle a eu une autorisation de séjour pour plusieurs années, donc elle est restée à vivre plusieurs années en France, donc son mari travaillait, elle avait une petite fille qui commençait à l'école, et puis un jour on lui a dit c'est fini, vous n'avez plus besoin d'être soigné en France, donc vous repartez. Et donc c'était quelqu'un qui était installé en France de toute façon et qui s'est retrouvé expulsable du jour au lendemain et qui a fait des démarches pour pouvoir montrer que il y avait de nombreuses raisons qui nécessitaient qu'elle reste en France, mais tout ça n'a pas été pris en compte. Et ce qui est malheureux, c'est que les mots qu'elle me disait, elle dit j'ai eu mes papiers grâce au cancer, malheureusement j'ai guéri. Donc j'avais trouvé cette histoire particulièrement frappante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on prend au ministère de l'Immigration des décisions comme ça un peu à l'emporte-pièce, tout à fait déshumanisées ? Oui, et puis ce qu'on voit, c'est qu'on désigne les personnes les plus vulnérables comme des boucs émissaires, c'est très clair. C'était le cas avec les Roms, c'est le cas avec l'AME, où on parle de prétendue fraude, alors qu'il y a des rapports commandés par les ministères qui ont montré que non, c'était pas du tout un dispositif dont on abusait. Et donc avec les étrangers malades,
représente un tout petit nombre de personnes en France, c'est exactement la même chose. Donc nous ce qu'on voit, c'est que les logiques administratives et les logiques de politique sécuritaire priment sur les logiques de santé publique. Et ça, c'est un facteur important d'inégalité face à la santé. On aimerait se faire plus entendre pour que ces mesures qui sont en lien avec une politique sécuritaire et une politique intérieure, soient abandonnées et qu'effectivement on considère les personnes comme des individus et qu'on ait des lois qui soient plus humaines que ce qu'on voit actuellement. Justement, Catherine de Toulouse nous dit par mail, c'est une fidèle auditrice, nous dit on traite les gens comme du bétail. Oui, alors bon, nous on dit bouc émissaire, mais on voit que les personnes sont soumises à une triple peine. Elles sont exclues, elles sont victimes de la crise aussi, car il y a depuis plusieurs années donc des difficultés croissantes pour un grand nombre de personnes en France. Et puis c'est des cibles désignées des politiques sécuritaires. Donc il y a une décision qui est prise, on l'applique et on n'écoute pas la personne, on ne prend pas en compte ses besoins. Et effectivement, elle est totalement ignorée. Geneviève Molina, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez un message particulier au nom de Médecins du Monde à apporter aux auditeurs de Fréquence Évasion? Alors, je pense que le message, c'est il faut toujours plus de solidarité. Donc, solidarité individuelle, chacun autour de soi pour justement éviter que les personnes qui sont en difficulté ne plongent. Et puis, il faut penser qu'on est, pour ce qui concerne la santé, on a construit un système solidaire, celui de la sécurité sociale, et qui est remis en cause clairement. Et qu'on en commence par les plus exclus, les étrangers et sans papier, donc les gens qui ont l'AME, les personnes qui sont étrangers malades, mais que cette remise en cause du système solidaire, il va toucher tout le monde. Donc être très très vigilant sur ça. Alors que peut-on faire concrètement pour vous aider? En tant qu'association? Oui. Pour aider l'association Médecins du Monde? Oui. Alors, je pense que s'informer et se documenter, aller sur le site de Médecins du Monde, c'est une chose importante, déjà une première chose qui peut être faite. On a récemment utilisé un site de l'agence CAPA sur la vie en sac, ça s'appelle. Donc si vous tapez la vie en sac, vous allez avoir des portraits de personnes qu'on a rencontrées dans nos différentes missions en France et qui sont très instructifs sur les différentes situations d'exclusion qu'on peut rencontrer. Donc il y a justement Patrick qui est une personne sans abri de Toulouse qui témoigne. Et puis remettre quelques vérités en place et la question de l'abus, des fraudes supposées, ça c'est dans le discours qu'on a tous les jours, des choses qu'on entend tous les jours, c'est on l'entend souvent, et donc se documenter sur le site de Médecins du Monde par exemple, et puis pouvoir remettre les choses à leur place. Après vous pouvez faire des dons à Médecins du Monde évidemment. D'accord. Nous avons différentes missions en France et aussi à l'étranger, donc à partir de la délégation Midi-Pyrénées, on a une mission en Inde, santé materno-infantile dans des bidonvilles à Jaipur. Et puis il y a des bénévoles qui viennent régulièrement à la délégation. Il doit être autour de 140 bénévoles sur la délégation Midi-Pyrénées. Donc des professionnels de santé, mais pas seulement. Voilà. Alors vous allez nous donner les coordonnées de Médecins du Monde de Toulouse et puis surtout le site internet, l'adresse du site internet? Oui, alors Médecins du Monde à Toulouse, c'est 5 boulevard de Bon Repos, 31 000 Toulouse. Ça se situe juste en face de la gare. C'est pas vers la plage Jeanne d'Arc? Oui, avant ça. En fait, quand on sort de la gare, on passe par-dessus le canal et on remonte le canal sur la gauche et c'est juste là. D'accord. En face de la gare. Le téléphone, c'est 05 61 63 78 78. Internet, c'est médecinsdumonde.org. Voilà, médecinsdumonde.org. Geneviève Molina, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Vous revenez quand vous voulez. Et avec plaisir, merci beaucoup à vous. Et à très bientôt. C'est plaisir de pouvoir en discuter. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt pour un nouveau numéro de dossier spécial sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.